Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Investir Day. J'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'interviewer François-Xavier Roger, directeur financier de Sanofi. J'ai envie de dire un nouveau directeur financier puisque vous avez réintégré le groupe il y a 7 mois. Donc on peut peut-être commencer par un premier bilan. Qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant chez Sanofi? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce qui vous a étonné? Bonjour à tous, d'abord, bonjour François. Il n'y a pas grand-chose qui m'a étonné en fait, parce que d'abord je connaissais un peu la société, je le regardais de l'extérieur, mais je suis vraiment très content d'être chez Sanofi parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. D'abord, on a une stratégie qui est claire, très focalisée sur 4 domaines thérapeutiques, l'immunologie, les vaccins, les maladies rares, entre autres, et donc on a une stratégie extrêmement claire et très focalisée. On n'a pas de perte d'exclusivité de brevets, ce qui est toujours dangereux dans la pharmacie. On n'en a pas pour les 8 prochaines années, ce qui est une situation très unique dans l'industrie pharmaceutique, ce qui fait qu'on devrait avoir une croissance assez forte dans les 8 prochaines années. On a un pipeline de nouveaux produits qui est très bon. On a 12 produits en développement qui ont un potentiel de ce qu'on appelle un blockbuster dans la pharma, c'est-à-dire un potentiel de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Je trouve qu'il y a un management de qualité, je ne parle pas de moi, mais je parle de mes collègues à l'Executive Committee et la société en règle générale. Et on a aussi un bilan qui est très bon, puisqu'on a très peu de dettes. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses pour réussir dans les prochaines années. Et à très court terme, on a été agréablement surpris, parce que depuis votre arrivée, il y a déjà eu un relèvement de prévisions. Comment vous expliquez le fait que vous allez faire mieux que prévu? Bon, d'abord, la performance de la société dans les mois récents, elle n'est pas due à moi. Enfin, je pense que c'est le travail de tous les salariés de la société, c'est un travail d'équipe. C'est vrai qu'on a fait de très belles performances. Si vous regardez la croissance des ventes, on était il y a 18 mois à 4%, on était il y a 1 an à 6%, à 6 mois à 8%. Les 2 derniers trimestres, on a fait plus de 10%. Et le dernier trimestre, on a fait 16% de croissance, ce qui est exceptionnel. Vous êtes capable d'accélérer, alors qu'on a vu que dans d'autres industries, on observait trimestre après trimestre plutôt un ralentissement. Donc vous évoluez quasiment à contre-courant de pas mal d'acteurs. L'industrie pharmaceutique en général, elle n'est pas forcément liée non plus aux conditions macroéconomiques au niveau mondial ou au niveau dans un pays donné. Mais donc on est sur une très belle dynamique de croissance. En plus de ça, on a bien géré notre base de coûts. Je pense que c'est tous les efforts qui ont été faits par mon prédécesseur, par toute l'organisation ces dernières années, qui commencent à porter ses fruits. Donc on voit aussi une augmentation de la marge qui est assez significative. Et on a un avenir, je pense, qui est très bon en termes de croissance, du fait qu'on n'a pas de perte d'exclusivité de brevets dans les 8 prochaines années. Sanofi, c'est connu par les investisseurs par un médicament vedette qui s'appelle le Dupixent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes ces multiples applications, destinations du Dupixent? Et est-ce que derrière le Dupixent, il y aura d'autres produits vedettes? Alors, le Dupixent, c'est le produit phare de Sanofi. Aujourd'hui, on devrait faire cette année aux environs de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez exceptionnel. Et ce n'est pas fini. Donc, on a 7 indications aujourd'hui, sur des indications en dermatologie. Les principales sont en dermatologie et en problèmes respiratoires. C'est un produit qui est extraordinaire. Ça fait 8 ans qu'il est commercialisé. On continue à faire des croissances au-delà de 20%. Ce n'est pas fini. On croissance de start-up, mais sur plusieurs milliards. Exactement. Donc on prévoit de continuer à faire sur ce produit-là des croissances à 2 chiffres, c'est-à-dire à plus que 10% jusqu'à la fin de la décennie, c'est-à-dire jusqu'en 2030. Si vous faites le calcul, le produit devrait arriver au-delà de 20 milliards de chiffre d'affaires en 2030. Ce qui devrait en faire normalement le 3e plus gros produit pharmaceutique mondial après les produits anti-obésité qui font un tabac aujourd'hui. Donc c'est vraiment un produit extraordinaire. On est en train de développer de nouvelles indications, donc le produit est loin d'avoir atteint son potentiel de croissance fort. Alors Sanofi, ça ne se résume pas au Dupixent non plus. On a beaucoup d'autres produits qui marchent très bien. D'ailleurs, on n'est pas complètement dépendant du Dupixent. Si vous regardez la croissance dans les prochaines années, elle va venir pour moitié de Dupixent, mais pour moitié d'autres produits nouveaux qu'on a déjà commencé à lancer ou à commercialiser. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu vos projets en matière d'innovation? Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un produit qui marche très bien aussi qui s'appelle Beyfortus, qui est alors c'est pas techniquement un vaccin, mais c'est l'équivalent d'un vaccin qui réduit les risques d'hospitalisation pour les bronchiolites sévères pour les enfants de 0 à 1 an, qui les réduit de 90%. Donc c'est un produit qui est extrêmement intéressant, qui évite une embolie totale des services d'urgence pédiatrique en saison hivernale. C'est pour ça que tous les pays sont très contents de l'avoir. Donc 90% de réduction des hospitalisations sur des événements qui sont assez dramatiques pour les parents aussi. Donc c'est un produit qui est extrêmement efficace,
D'ailleurs, il a été tellement efficace qu'on a eu quelques problèmes on a eu du mal à satisfaire la demande cette année, mais le problème est résolu maintenant. On a davantage de lignes qui le font. Donc c'est vraiment un produit qui est extrêmement efficace avec un profil en termes de sécurité qui est parfait, donc il n'y a pas d'effet secondaire, donc excellent produit. Il y a un produit qu'on va lancer sur lequel on est en train de demander l'enregistrement qui s'appelle tolebrutinib, qui est un produit qui va vraiment changer la vie de gens qui souffrent de maladies qui sont très invalidantes sur la sclérose en plaques pour des formes progressives sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de traitement. Donc il y a des gens qui vivent des situations dramatiques. Ce produit, on espère pouvoir le commercialiser dans le courant vers la fin de 2025, qui va vraiment changer la vie de patients. Donc on est vraiment dans de la recherche très précise dans les domaines thérapeutiques sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, il y a combien de chercheurs chez Sanofi ? Il y en a quelques milliers, il y en a beaucoup, dont, d'ailleurs, puisqu'on est en France, on a encore à peu près 35 à 40% de notre recherche qui est en France. Alors que la France ne représente d'ailleurs que 4% de nos ventes, en fait. Donc on est surpondéré historiquement, et ça reflète les capacités qui existent en France, mais on est surpondéré en termes d'activité industrielle, parce qu'on a aussi à peu près un bon tiers de notre présence industrielle mondiale qui est en France, et en termes de recherche aussi. Donc, si j'ai bien compris, il y a du Pixan, il y a de l'innovation. Est-ce que pour préparer la croissance de demain, il y aura aussi des acquisitions ou c'est plutôt la croissance interne ? Les deux. Alors, il vaut toujours mieux privilégier la croissance interne parce que c'est moins risqué, c'est moins cher aussi, donc c'est ce qu'on fait. Alors, Sanofi, je vais être très ouvert, on est assez ouvert là-dessus. Si vous regardez sur les 10 dernières années, on aurait pu mieux faire, certainement. Quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, je discutais avec l'un d'entre vous avant cette session, sur la recherche. C'est vrai qu'on n'a pas été forcément au top de la recherche. Par contre, la recherche, c'est 10% du montant qu'on dépense en recherche et développement. Sur le développement lui-même, qui est l'activité la plus risquée, qui est l'activité, enfin pas la plus risquée, mais la plus chère en tout cas, là, on a fait un excellent travail. On parle du Dupixent, par exemple, c'est un produit qui a vraiment été co-développé avec un partenaire Regeneron, mais qui a été co-développé par Sanofi, qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Donc là, on a beaucoup de molécules qui sont actuellement en développement. Et l'idée, c'est quoi ? C'est dans les années à venir, c'est d'avoir 50% de la croissance qui vient de vos laboratoires de recherche et 50% des acquisitions ou Alors, sur les acquisitions, on va être assez, je dirais, pragmatique. Donc, en fait, si vous voulez, on va pas. Là, je vous le disais, on a un bilan qui est très fort, on n'a quasiment pas de dette, on va recevoir de l'argent de la cession de la moitié d'Opella, on va peut-être en parler après. Donc, on a des capacités de croissance externe qui sont assez significatives. Mais on pourrait faire des très grosses acquisitions. Hein, je vais être très direct, on peut le dire. On pourrait faire des acquisitions pour quelques dizaines de milliards. Ce n'est pas ce qu'on recherche. En fait, on veut être très prudent, plutôt faire des acquisitions sur des montants plus petits, quelques milliards, qui vont nous permettre d'accéder à des molécules qui sont déjà, en développement. Et donc ils vont complémenter notre portefeuille existant, que ce soit en immunologie, dans les vaccins, les maladies rares ou en neurologie. J'ai oublié tout à l'heure de préciser la neurologie. Donc c'est vraiment avec l'idée de complémenter ce qu'on a déjà, parce qu'on a un pipeline qui est très bon. Mais donc on va être aussi très prudent, parce que les actifs qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui sont extrêmement chers. Donc il faut être très sélectif, on le sera. On ne se sent aucune pression de faire des acquisitions parce qu'on a des capacités financières importantes. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent dans la poche que vous voulez aller faire des courses. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va travailler. On veut vraiment travailler d'abord sur des acquisitions qui répondent à un besoin stratégique important pour nous. Et la cession d'Opella, qui a été largement commentée dans la presse, notamment en France, elle ne répond pas à un souci d'amélioration du bilan. C'est plus l'idée, c'est de se dire on va céder cet actif parce que la rentabilité ne répond pas forcément à nos nouveaux critères de rentabilité. Quelle a été la motivation de cette opération ? Non, c'est pas. Alors, c'est vrai que c'est un business qui est un petit peu moins rentable que la pharmacie traditionnelle. Ceci dit, c'est un business qui est très récurrent parce qu'il n'y a plus de perte d'exclusivité de brevet. Donc, c'est un business qui est moins rentable mais plus récurrent. Donc, c'est un très beau business. Opella, c'est un très beau business. Il y a 70-80% du business qui est avec des parts de marché dans des positions dominantes. Donc, enfin dominantes, il ne faut pas dire dominantes, mais dans des positions de leader. Donc, très beau business qui n'est d'ailleurs pas un business français. 90% du chiffre d'affaires est en dehors de la France. On a beaucoup parlé du Doliprane, oui, qui représente 80% de ce qu'il y a en France, mais ça représente que 8% du chiffre d'affaires total. Donc ce business-là, on ne l'a pas vendu parce qu'il est moins rentable, on l'a vendu parce que ce n'est pas nécessairement ce que Sanofi veut faire. C'est-à-dire que nous, on est une société qui fait de la R&D, qui découvre des médicaments très innovants.
On a trouvé ça magnifique, d'ailleurs l'attachement émotionnel qu'il y a par rapport au Doliprane. Je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun problème avec le Doliprane, même une fois que Sanofi aura réduit sa participation dans la société Opella, vous trouverez toujours du Doliprane. Par contre, on a trouvé ça très intéressant de voir l'attachement émotionnel à cette marque. Vous aimez les boîtes jaunes, moi aussi, nous aussi d'ailleurs, et on va s'assurer que vous en trouverez toujours dans vos pharmacies. Par contre, c'est un produit qui a été inventé il y a 130 ans. C'est du paracétamol. C'est assez basique. D'ailleurs, le débat, c'est pas tellement est-ce qu'il y aura du Doliprane. Le débat, c'est où est fabriqué le paracétamol. Il va d'ailleurs bientôt être fabriqué en France avec une entreprise, Sequence, qui a été lancée par l'État et en partenariat aussi avec Sanofi. Donc ça, c'est des bonnes initiatives. Par contre, si vous regardez Opella, c'est un business qui est un business de grande consommation. D'ailleurs, si vous voulez aller acheter du Doliprane en pharmacie, vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Vous pouvez en avoir une, mais ce n'est pas obligatoire. 90% du business est en dehors de la France, qui est de façon prédominante vendu dans des supermarchés. Donc ce n'est plus un business pour de la pharmacie, ce n'est pas de la recherche fondamentale, ce n'est pas des produits sophistiqués, c'est des produits tout à fait nobles par avant. Moi j'étais avant directeur financier de Nestlé. Franchement, c'est un business qui va mieux dans une société de grande consommation, que dans une société pharmaceutique. Donc c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas là où on est les meilleurs non plus. Donc c'est pour ça qu'on se dit, cette société, elle vivra mieux d'ailleurs de façon indépendante, ça je peux vous le garantir. Et nous, ça va nous permettre aussi de dégager quelques ressources, parce qu'on va récupérer un montant important en milliards déjà pour la cession des premiers 52% dans le courant du deuxième trimestre, qui va nous permettre de réinvestir largement sur de la R&D, enfin sur des molécules nouvelles. On a dit aussi, on a été très clair là-dessus, que on fera sans doute un programme de rachat d'actions également. On l'avait dit, si on recevait du cash à cette occasion-là, on en utilisera une partie sur des programmes de rachat d'actions. Et avec cette cession, Sanofi sera plus petit, il y aura moins de chiffre d'affaires, moins de bénéfices. Quel sera le visage du nouveau Sanofi? Alors d'abord, il sera un visage, si vous voulez, on n'a pas d'objectif d'être gros, on a l'objectif d'être très professionnel dans ce qu'on veut faire. On va être un petit peu plus petit puisqu'on va perdre 7 milliards de chiffre d'affaires, mais comme on va réinvestir une partie, sur de la croissance, sur de la R&D, sur des molécules nouvelles, on devrait rattraper ça assez vite. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on va devenir une société purement, ce qu'on appelle, dans la biotechnologie, biopharma, on appelle ça. Donc, on va vraiment être plus dans le business de grande consommation, mais purement une société biopharma dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on sait faire. Donc, le fait, on va être marginalement plus petit au début, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'objectif d'être gros. L'objectif, c'est d'être très bon dans ce qu'on fait, et c'est ce qu'on va faire. Et en matière... Juste, excusez-moi de vous interrompre, mais en fait, en faisant ça, on ne va pas créer un champion qui est Sanofi, on va en créer deux. Parce que Sanofi est une société qui a déjà une très belle position dans l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc ça, on va pouvoir le renforcer. Puis on va créer un autre champion dans le domaine des produits de santé de grande conso avec Opella. Et moi, si je suis actionnaire de Sanofi, quel dividende je peux prétendre toucher dans les années à venir? Quelle est votre politique en matière de rémunération de l'actionnaire? Elle est claire. On fait partie de ce qu'on appelle, certains d'entre vous doivent connaître ça, les aristocrates du dividende. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais, c'est dividend aristocrate. C'est-à-dire c'est des sociétés qui ont augmenté leur dividende en valeur absolue dans la monnaie de référence pendant plus de 20 ans. Il se trouve que d'ailleurs, Sanofi est encore mieux que ça fait 30 ans que le dividende a augmenté en valeur absolue en euros. Je ne sais pas s'il y a 30 ans, l'euro existait, mais c'était en francs avant. Mais donc, c'est une belle performance. On n'a aucune intention d'arrêter ça, donc vous pouvez être rassuré sur le fait qu'on va continuer à augmenter le dividende en valeur absolue en euros. Donc c'est quelque chose qui est attractif. En plus de ça, il n'y a pas de risque, parce que si jamais le dividende représentait une part trop importante du résultat net, vous auriez un risque. Ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de risque. Donc vous êtes sur vraiment, en termes, si vous recherchez des dividendes, vous êtes au bon endroit. Ça veut dire, un aristocrate, ça veut dire qu'il n'a jamais baissé son dividende au cours d'un exercice? Dans les 30 dernières années, jamais. Je pense que je ne sais pas combien de sociétés qui l'ont fait au Sanofi 40. Il n'a pas été arrêté non plus pendant le Covid. Donc, ce qui est pas mal. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés au CAC 40 qui ont fait ça. Au niveau mondial, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, CAC 40, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et ce dividende, ça ne déstabilise pas votre bilan? Vous avez un bilan solide aujourd'hui? Non, c'est ce que je vous disais. Quels sont vos critères de... Pour la distribution, d'abord, on va privilégier en termes d'allocation, d'utilisation de notre capital, on va privilégier l'investissement dans notre société, c'est-à-dire qu'on va investir en R&D. C'est quand même
c'est ce qu'on sait faire. On va investir dans des actifs industriels. Juste là, par exemple, on a annoncé 1 milliard d'investissements en France, dont à Vitry. On vient de construire une nouvelle usine qui est certainement l'usine la plus révolutionnaire dans la pharmacie aujourd'hui, très modulaire, qui s'appelle Modulus d'ailleurs, qui est à Lyon, qu'on a inauguré avec le président Macron il y a quelques semaines. Donc on investit en R&D, on investit dans les domaines industriels, on va investir en marketing et vente aussi, parce que c'est important, on a un programme ambitieux de lancement de produits, donc il faut qu'on investisse aussi là-dessus. Donc ça, c'est le premier investissement qu'on va faire, c'est dans notre business pour assurer de la croissance. On va investir aussi dans le dividende, donc je voulais dire, on a une politique de dividende qui est bien établie, avec un dividende qui augmente en valeur absolue. On va investir éventuellement sur de la croissance externe, c'est-à-dire sur du M&A, en rachetant des sociétés. Sanofi l'a beaucoup fait. Je peux vous dire, c'est une chose que j'ai regardée d'ailleurs. En arrivant, on peut toujours avoir une vue un petit peu plus objective. On a dépensé 40 milliards d'euros les 10 dernières années à faire des acquisitions en externe. Sur les 40 milliards, on en a perdu 4. Désolé, ça arrive. Mais ce n'est pas non plus si énorme que ça. Enfin, je ne veux pas dire que c'est bien, mais et sur les 36 milliards restants, on a créé beaucoup de valeur. Donc si vous regardez le net, en fait, sur les 40 milliards, on a créé beaucoup de valeur par rapport à ces 40 milliards, ce qui d'ailleurs est assez rare. La plupart des sociétés ont une tendance à détruire beaucoup de valeur sur de la croissance externe. Donc je trouve, moi j'étais pas là, mais mes camarades chez Sanofi ont fait un très bon travail en M&A ces dernières années pour vraiment créer de la valeur et ils n'en ont pas détruit, ce qui est très bien. Et puis, dernière utilisation, on pourra faire des rachats d'actions plutôt de façon tactique. Là, on a dit qu'à l'occasion d'Opella, on le ferait, donc on va le faire. On reviendra vers vous dans les semaines qui viennent. Eh bien, on va suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos précisions. On l'a compris, il y a de la croissance, il y a de l'innovation, il y aura des acquisitions et toujours un dividende en progression. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un très bon Investir Day et je vais laisser la place à Saint-Gobain et à son PDG, M. Benoît Bazin. Bonne journée à vous.